qui fait que ce sont de bons réservoirs de maladies transmissibles à l'homme et comment cette transmission peut se faire. Alors tout d'abord, les maladies liées aux rongeurs, je vais passer très rapidement, ça a déjà été évoqué, 3 catégories en gros. Donc celles qui sont transmises directement à l'homme, celles qui sont transmises aux animaux, les zoonoses, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et une 3e catégorie, qu'on oublie souvent, c'est des maladies qui n'affectent que les rongeurs eux-mêmes. Alors cette dernière catégorie, elle peut être importante pour 2 raisons. D'une part, elle intervient dans la régulation des populations de rongeurs. Ça a été montré en particulier par nos collègues Hubert et Adam au Sénégal, où ils ont montré une corrélation entre la prévalence du virus Bandia et les cycles d'abondance d'un des rats à mamelles multiples. Un deuxième usage plus récent, c'est en virologie, en Tanzanie, où le virus Morogoro, qui est proche du virus Lassa, mais qui ne se trouve pas chez l'homme, qui est uniquement chez les rongeurs, a été utilisé comme modèle pour étudier donc la diffusion de ce virus chez un autre des rongeurs des rats à mamelles multiples. Les modes de transmission, c'est pareil, je vais aller assez vite. Donc 3 modes de transmission en gros, soit via un vecteur, c'est le cas le plus fréquent, moustique arbovirus, phlébotum leishmaniose, les puces et la peste, qui est le cas le plus connu, tique et borréliose, c'est quelque chose qui, à mon avis, est aussi à regarder, et en développement avec le changement climatique et l'aridification de certaines zones. Autre mode de transmission, c'est via l'eau, par les urines et les fesses de rongeurs. 2 exemples assez connus, la schistosomose et la leptospirose. Et enfin, le cas des morsures, qui a déjà été évoqué ce matin. Nous avons une expérience en milieu rural au Sénégal, où on a fait des enquêtes dans différents villages le long de la vallée du fleuve, et on a entre 2 et 3%, 3,5% des habitants, sur une période de 2 ans, qui se plaignent de morsures de rongeurs. Nous n'avons pas observé de différence suivant l'espèce de rongeur, rat, souris ou rongeur endémique qui occupe ces villages. Et dans la plupart des cas, il s'agit de morsures au doigt des personnes qui ont voulu chasser un rongeur de la cuisine ou de leur couche. En ce qui concerne la gravité de ces morsures, nous n'en avons observé qu'une au Sénégal, un cas classique, une personne grabataire, donc au sol, et ne pouvant pas bouger. Ça rejoint là aussi ce qui a été observé un peu partout dans le monde, avec soit des nourrissons, soit des personnes âgées, toujours des personnes peu mobiles ou pas mobiles, et au sol, au contact des rongeurs. Alors effectivement, dans le monde, on retrouve des personnes diabétiques et les sans domicile fixe. Un cas, bien entendu, c'est la rage, qui est une maladie classiquement associée aux morsures. On a trouvé des rongeurs porteurs de la rage, oui, mais des cas humains liés à des morsures de rongeurs, dans la biblio, on a quand même du mal à en trouver. J'en ai pas trouvé en ce qui me concerne. Un cas particulier dont on a déjà parlé, dans la zone sahélienne, c'est le cas du rat palmiste, qui n'est ni rat ni palmiste, puisqu'en fait c'est un écureuil terrestre, et dont la morsure est réputée mortelle. Effectivement, ce qui a été observé, c'est qu'il héberge dans ses glandes salivaires des streptobacilles qui sont pathogènes pour l'homme. Alors pourquoi les rongeurs sont des réservoirs de maladies transmissibles à l'homme? Il y a 4 points qui me paraissent importants et à développer. C'est d'une part la parenté entre les rongeurs et nous, la proximité entre les rongeurs et nous, la diversité des rongeurs et leur abondance. Nous allons voir successivement ces 4 points. Alors la parenté, tout d'abord, eh bien tout simplement, c'est que les rongeurs comme nous sommes des mammifères et nous pouvons effectivement constituer un habitat tout à fait favorable au sens physiologique pour des pathogènes de rongeurs. Proximité et contact entre les rongeurs et l'homme. Je vais vous montrer 2 exemples basés sur une maladie bien connue, la peste, un exemple à Madagascar et un contre-exemple aux États-Unis. Alors à Madagascar, ce sont des études qui ont été effectuées dans les années 90 avec l'Institut Pasteur de Madagascar et des collègues sciences humaines, géographes de l'IRD. Ce que nous avons pu montrer, c'est que
Vous voyez sur cette diapositive un village, une partie d'un village des Hautes-Terres à Madagascar, avec deux types d'habitations classiques. D'une part, sur la droite, vous avez une maison à étage, avec des murs en briques solides, un toit en tôle. Dans cette maison, en général, le rez-de-chaussée est occupé par les stocks alimentaires, les sacs de riz, et par tout le matériel agricole. Et les gens habitent à l'étage. Cas de gauche, à gauche du papayer, vous voyez une maison basse avec des murs en banco, des toits en paille, et en plus, ces maisons plus pauvres sont souvent situées en périphérie des villages. Ce que l'on observe, c'est que d'une part, eh bien, dans les maisons basses, on a beaucoup plus de rats, tout simplement parce que d'une part, ils peuvent nicher dans le toit en paille. Ces maisons sont situées en périphérie de village, en bordure des haies de Cisal, qui sont un autre habitat extrêmement favorable aux rats noirs. Et le résultat, c'est qu'on observe beaucoup plus de cas humains de peste dans ce type d'habitat que dans les habitations à étage. Le contre-exemple aux États-Unis, la peste est une maladie, une zoonose qui est très largement répandue. Le tiers des États-Unis est touché, c'est-à-dire toute la rive droite du Mississippi, les montagnes rocheuses, toute la plaine californienne. Et pourtant, on n'observe qu'une dizaine de cas de peste par an. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, en fait, la peste, c'est une maladie de ce qu'on appelle les chiens de prairie, qui sont en fait des écureuils terrestres, et des marmottes dans les rocheuses, et donc dans des zones où il y a peu d'humains qui vivent. Et le résultat, c'est une dizaine de cas, et à chaque fois, ce sont des gens qui, pour des raisons essentiellement professionnelles, des chasseurs, des gardes de parc ou des biologistes, sont allés farfouiller dans les terriers de rongeurs. Alors la diversité des rongeurs maintenant. Pour le commun des mortels, les rongeurs, c'est ce que j'appelle les trois classiques, c'est-à-dire la souris domestique, le rat noir et le rat d'égout. Alors on va voir d'abord la répartition un peu de ces rongeurs, et puis qu'en fait la situation est en réalité un petit peu plus compliquée. L'origine de ces trois espèces est importante à prendre en considération pour comprendre leur répartition actuelle dans le monde et suivant les habitats. Le rat d'égout, Rattus norvegicus, comme vous le voyez, il porte très mal son nom puisqu'en fait il est originaire du nord de la Chine et de Mongolie. C'est une espèce qui à l'origine vit le long des cours d'eau dans les zones de steppe. Donc c'est pas très étonnant qu'il se soit bien adapté en milieu urbain ici, le long des cours d'eau également, et dans les égouts. Le rat noir, lui, à l'origine, c'est un rongeur arboricole, tropical, qui vient des forêts du sud de l'Inde. Donc pas étonnant non plus qu'il ait réussi à envahir toute la zone intertropicale. Un cas particulier, je pense qu'on en reparlera plus longuement cet après-midi, c'est le cas de Madagascar. À Madagascar, le rat noir, il a réussi à envahir toute l'île. Alors, c'est-à-dire qu'on le trouve depuis le niveau de la mer jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. On le trouve aussi bien dans des zones naturelles que dans des zones cultivées, aussi bien dans les villages que dans les villes. Le résultat, c'est que les Malgaches n'ont pas de chance, ils vivent sur une véritable nappe de rats noirs et on verra les conséquences sur la peste. La troisième espèce, c'est la souris domestique. La souris domestique, à l'origine, elle vient des plateaux iraniens, en fait, et elle s'est répandue d'abord en Europe, puis dans le reste du monde, avec les transports humains. Un cas particulier, c'est le cas de l'Australie, où on enregistre des pullulations assez phénoménales de souris. Il faut savoir que pour les Australiens, 300 souris à l'hectare, ils considèrent que c'est une petite pullulation, et ils ne parlent d'une pullulation majeure qu'à partir de 800 individus à l'hectare. En Australie, c'est un problème pour les cultures. Pour le moment, on n'a pas de problème de santé publique majeur. Alors, un nouveau problème qui semble apparaître, c'est que dans ce qu'on appelait autrefois le rat noir, on sait aujourd'hui, on a d'abord cru qu'il y avait simplement deux lignages génétiques différents, et aujourd'hui on sait que non, il s'agit de deux bonnes espèces complètement différentes. Et en particulier en Asie, vous voyez les points rouges,
c'est un rat qu'on appelle maintenant Rattus tanezumi. Il faut donc faire très attention dans la littérature, quand on a des papiers antérieurs aux 5 dernières années, je vais dire, si vous voyez un parasite, un pathogène porteur de porté par Rattus rattus, il faut faire attention. Si cette donnée est localisée en Asie, il y a de fortes chances que ce ne soit pas Rattus rattus, mais que ce soit ce nouveau Rattus qui a été mis en évidence, Rattus tanezumi. Donc attention aux données historiques. Ce qui est un peu plus inquiétant avec Rattus tanezumi, c'est qu'il a été trouvé maintenant en Afrique du Sud, il a été trouvé également sur les côtes californiennes et plus récemment sur les côtes de l'Amérique du Sud et également sur les côtes d'Afrique de l'Est. Donc c'est une 4e espèce majeure qui est en train de se répandre, en particulier dans le monde tropical. Alors ça, c'est la situation que connaissent à peu près tous les non-spécialistes de rongeurs. Mais le problème, le voilà, c'est que les rongeurs, en fait, c'est pas 4 espèces, c'est près de 2300 espèces. C'est plus de 40% des espèces de mammifères. Les rongeurs, c'est quelque chose d'extrêmement diversifié. Vous avez ici, en haut et à gauche, un rat rayé africain, un Lemnis comis, en rongeur, qui a la particularité d'être diurne. En suivant, on voit un écureuil, lui aussi diurne, mais qui est arboricole. On voit ensuite à droite des marmottes, rongeurs qui présentent la particularité d'être terrestres et coloniaux. En dessous, on voit une gerboise, rongeur caractéristique des zones désertiques, puis un ragondin, originaire d'Amérique du Sud, mais qui a été introduit en Europe, qu'on retrouve maintenant en France dans pas mal de rivières. Un écureuil volant, ils ont même envahi le milieu aérien. Et en fait, la dernière ligne vous présente un peu les extrêmes de cette famille. Au milieu, une souris naine africaine. Vous voyez la taille par rapport à une boîte d'allumettes. C'est un animal qui pèse 4 à 5 grammes. Et puis, vous avez à sa gauche le porc-épic, 20-25 kg. Et à droite, le capybara, un rongeur sud-américain, 50 à 70 kg. Alors, l'ordre des rongeurs est donc très diversifié, avec 5 ordres, 34 sous-familles. Je ne vais pas vous embêter avec toute la liste. Il y a 3 familles qui sont importantes en matière de santé publique. D'une part, ce sont la famille des Chrysetidae, avec près de 750 espèces. Alors les Chrysetidae, ce sont, on le verra, à la fois tout ce qui est campagnol et tout ce qui est rongeurs du Nouveau Monde ressemblant à des rats et des souris, on va dire. Les Muridés, eh bien, c'est famille en gros du rat et de la souris, et là on est à plus de 800 espèces différentes. Une dernière famille qui n'est pas à négliger, c'est celle des Suridés, c'est-à-dire des écureuils. Comme je vous ai dit, les marmottes, les chiens de prairie, ce sont des écureuils en fait terrestres, et ils ont un rôle majeur dans la dissémination et le maintien de la peste. En ce qui concerne donc cette famille des Muridés, tout d'abord famille du rat et de la souris, je le rappelle, on voit qu'il y a 2 sous-familles à prendre en considération. La première, c'est celle des Murinés qui occupe, on va dire, tout l'ancien monde. Une autre sous-famille, celle des Gerbillinés, les gerbilles, qui elle occupe les zones arides en Afrique et en Asie centrale. Et en Asie centrale, elles sont associées à des foyers de peste extrêmement importants, par exemple au Kazakhstan et en Mongolie. La deuxième famille importante, ce sont les Chrysetidae, avec 3 familles. L'une, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est celle des campagnols, les arbicolinés, répandus uniquement dans les zones tempérées et froides de l'hémisphère de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde. 2 autres familles, par contre, importantes, les néotominés, qui sont connus principalement par le genre Peromyscus et la maladie de Lyme, qui occupent toute l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, et une famille qui est l'équivalent dans le Nouveau Monde des Muridés de l'Ancien Monde, c'est les Sigmodontinés, plus de 400 espèces,
et qui sont appelés souvent de façon impropre en anglais rats des rizières. Les rizières, c'est pas tellement un habitat classique de l'Amérique, mais enfin bon, voilà. Alors pourquoi je vous ai parlé de tous ces points systématiques auparavant? C'est parce qu'on va voir qu'il est extrêmement important d'identifier clairement les rongeurs pour savoir s'ils jouent un rôle, oui ou non, dans la transmission d'une maladie ou dans l'évolution d'un foyer. Le premier problème, c'est celui des espèces jumelles, c'est-à-dire des espèces qu'on ne sait pas distinguer à vue par leur morphologie. Ces espèces, en plus, beaucoup d'entre elles sont sympatriques, ça veut dire qu'on les trouve dans le même milieu, parfois même dans le même biotope, des espèces syntopiques, et pourtant elles ont une sensibilité différente à un même pathogène. Alors je vous ai mis ici 3 exemples. D'une part, la maladie de Chagas au Brésil, où on a un rongeur du genre Trichomys qui est beaucoup plus susceptible que son congénère. Même façon en Guadeloupe, ce sont les travaux de l'équipe de Combes par exemple, qui ont montré que les 2 rats, Rattus norvegicus, le rat d'égout, était en fait une impasse parasitaire, et que par contre le rat noir était un hôte définitif de la schistosomose intestinale et qu'il pouvait entretenir des foyers sauvages en dehors de la présence humaine. Donc un point important à prendre en compte en matière de lutte. Enfin, pour la peste, par exemple à Madagascar, les collègues de l'Institut Pasteur de Madagascar ont bien montré que Rattus rattus est 10 puissance 5 fois plus sensible que Rattus norvegicus à Yersinia pestis. Un autre exemple, c'est celui des espèces jumelles dans le genre Mastomys, les rats à mamelles multiples en Afrique. 2 exemples. D'une part, en Afrique de l'Ouest, on voit que pour les études qui ont été faites principalement par des virologues allemands et des collègues ici du Muséum d'histoire naturelle, ont montré en Guinée qu'il y a bien 3 espèces de Mastomys qui vivent dans les mêmes zones, mais une seule est porteuse du virus Lassa, Mastomys natalensis. Si on regarde maintenant l'Afrique australe, c'est la même histoire. Pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait qu'une seule espèce de Mastomys. On sait aujourd'hui qu'il y en a 3. L'une a une répartition très réduite au nord de l'Afrique australe. Les 2 autres sont assez largement répandues. Et on voit que les Mastomys coucha est beaucoup plus sensible que Mastomys natalensis à la peste. C'est le cas équivalent aux 2 rats précédemment. Et aujourd'hui, on sait que la carte des foyers de peste en Afrique australe match parfaitement avec la carte de répartition de Mastomys coucha. Alors maintenant, un autre paramètre important à prendre en considération, c'est l'abondance des rongeurs. L'abondance des rongeurs, elle intervient de plusieurs façons. D'une part, elle va intervenir pour permettre la circulation et le maintien de pathogènes au sein même de ces populations de rongeurs. Et ensuite, elle va intervenir parce que si on a une forte abondance de rongeurs, on augmente la possibilité de contact entre le rongeur et l'homme. Alors le problème des rongeurs, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est des mammifères comme nous, oui. Mais le problème, c'est que leur dynamique des populations, c'est plutôt celle des insectes. Il y a 2 facteurs clés à prendre en compte. Tout d'abord, c'est qu'ils ont un cycle de reproduction qui est très bref, et d'autre part, des capacités de reproduction très importantes. Première chose, c'est un œstrus postpartum chez beaucoup d'espèces, c'est-à-dire, on le verra, que les femelles peuvent simultanément allaiter une première portée tout en étant gestantes d'une deuxième portée. Et ensuite, un nombre de petits par portée qui est très élevé. Alors voilà une courbe théorique qui a été établie à partir d'un couple de Rattus rattus, le rat noir. Donc une durée de gestation de 21 jours, on part d'un couple, on est déjà à 8 rongeurs 3 semaines plus tard. Ensuite, toutes les 3 semaines, la femelle va continuer à mettre bas 6 petits. La maturité sexuelle est de 2 mois et demi, donc au bout de 3 mois et demi à peu près,
les premières portées rentrent à leur tour en reproduction, et on voit que la courbe de croissance qui était relativement faible au début, la pente, eh bien à partir de 4 mois, elle devient exponentielle. Et à partir de ce moment-là, de 2 rongeurs, vous arrivez en 6 mois à 230 descendants. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que si on veut espérer lutter efficacement contre une population de rongeurs, il faut intervenir très tôt, dans les 3 premiers mois. Si vous intervenez au moment où ça pullule, c'est fini, vous n'arrêterez rien du tout. Alors le problème, c'est que ce cas que je viens de vous présenter, ce n'est pas le pire, c'est un cas moyen. On a un cas extrême en Afrique, c'est le cas des rats à mamelles multiples qui portent bien leur nom, puisque les femelles, au lieu d'avoir 5 à 6 paires de mamelles, elles en ont 10 à 12. Avec en conséquence un nombre moyen d'embryons chez les 3 espèces les plus largement répandues, qui est de 11, et des records à 27. Le résultat des courses, si j'ose dire, c'est que notre collègue Hervé Glers a fait une synthèse des pullulations connues en Afrique sur une période de 80 ans, et on s'aperçoit qu'il a répertorié 32 épisodes de pullulation qui ont concerné 15 pays africains. Et sur 30 de ces 32 cas, ce sont des rongeurs du genre Mastomys qui sont en cause. Dans 27 de ces 32 cas, c'est une espèce bien particulière qui a pu être identifiée, c'est le fameux Mastomys natalensis. Et alors, comme vous le voyez ici, les densités maximum qui ont été observées, en particulier dans des champs de maïs en Tanzanie, c'est 1000 individus à l'hectare. On est au-delà de ce qui est connu pour les souris en Australie. Un autre exemple d'abondance des rongeurs, c'est le cas des gerbilles et de la peste au Kazakhstan. Une des gerbilles arrive à pulluler, on voit ici sur la droite, c'est une vue aérienne d'une zone du désert du Kazakhstan. Et ce que vous voyez, tous ces petits trous, tous ces petits points blancs, ce n'est pas des mines, c'est des terriers de rongeurs avec les excavations de terre qu'ils ont fait autour. Alors d'autres paramètres importants sont à prendre en compte chez les rongeurs, là aussi Gauthier en a parlé déjà un petit peu ce matin, c'est d'une part la saisonnalité des réservoirs et des vecteurs, d'autre part l'âge des rongeurs et la localisation précise des captures. Je vais rapidement illustrer cela. L'exemple de la peste à Madagascar. À Madagascar, on sait qu'il y a une saisonnalité des cas humains. La peste commence en septembre-octobre et se poursuit jusqu'en février-mars. Les études que nous avons menées toujours avec l'Institut Pasteur de Madagascar ont montré dans la zone des Hautes-Terres, dans un district que nous avons suivi régulièrement pendant plus de 2 ans, qu'en fait, l'abondance des rats, elle est maximum juste avant la saison pesteuse humaine. L'index pullicidien, lui, il est légèrement décalé, forcément. C'est qu'à partir du moment où l'abondance des rongeurs chute, les puces n'ont plus suffisamment d'hôtes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se rabattent sur l'homme et vous avez le démarrage de la saison pesteuse humaine. Un autre point important dont il faut tenir compte, c'est l'âge des rongeurs à un endroit donné. On voit ici le cas de la borréliose, donc fièvre récurrente à tic, chez les rongeurs le long du fleuve Sénégal, durant un suivi de 2 ans. Et on s'aperçoit que si l'on divise les rongeurs en 5 classes d'âge, on a des résultats opposés pour 2 rongeurs. Arvicanthis niloticus, c'est le rat du Nil. On voit que 50% des plus jeunes sont atteints et qu'ensuite la prévalence diminue régulièrement avec l'âge. Chez un des Mastomys, on voit que c'est l'inverse. Les jeunes sont très peu infestés et en vieillissant, petit à petit, on trouve des animaux de plus en plus infestés. Un autre exemple dans la même zone d'étude, le long du fleuve Sénégal, et cette fois-ci pour la bilharziose à Schistosoma mansoni. Là, c'est la localisation des rongeurs qui est en cause. On s'aperçoit que la prévalence, les charges parasitaires sont très fortes dans la ville et en bordure de la ville. Et qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne,
les charges et la prévalence diminuent. Alors là, c'est un cas un peu atypique. Ce cas nous montre que là, ce n'est pas les rongeurs qui infestent l'homme, c'est l'inverse. C'est un foyer urbain humain qui infeste les rongeurs. Un dernier exemple pris récemment, c'est des données qui sont non publiées, qui ont été obtenues par Claire Stragier et l'équipe du CBGP à Madagascar. Une étude de Dakar, une étude faite dans 11 quartiers différents, ce sont les lignes du tableau, et sur un peu plus, je crois que c'est 13 taxons bactériens, vous montre qu'en fait, il y a un seul taxon, un mycoplasme, qui est présent dans tous les quartiers. Donc pour conclure cet exposé, je voulais vous insister sur 2 points qui me paraissent majeurs. La nécessité d'identifier précisément l'espèce de rongeur impliquée dans un foyer ou dans la diffusion d'une maladie. Et la deuxième des choses, c'est de mener des échantillonnages standardisés dans le temps et dans l'espace. Les coups de sonde aléatoires, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, si on veut arriver à évaluer l'importance des rongeurs dans le maintien et la diffusion d'une maladie. Et je vous remercie pour votre attention.